Alors, on va démarrer. Merci d'être présent pour ce premier atelier, atelier en ligne qu'on fait pour donc le blog Changer aujourd'hui et ou la société Wire dont je suis le fondateur. Et ça fait un moment avec Cédric qu'on réfléchissait à lancer ce type d'atelier, d'activité, parce qu'on trouvait ça à la fois très sympathique de pouvoir échanger en direct et puis en même temps intéressant de partager régulièrement les connaissances, les techniques, les outils qu'on peut utiliser sur les sujets qui nous concernent, en l'occurrence le développement personnel, la préparation mentale, le sport et l'accompagnement, le coaching de manière générale. Alors, dans ce premier atelier, ce qu'on voulait faire, ce qu'on vous propose, c'est de partager sur un thème et d'échanger sur un thème qui est la confiance en soi. Donc, tout d'abord, comme vous le voyez à l'écran sur Lifestyle, je vous propose là pendant la petite demi-heure, parce que l'idée c'est que ça dure une demi-heure pour optimiser le temps de chacun et que vous puissiez suivre cette conférence sur votre pause déjeuner par exemple. Donc, bah, tout simplement de vous concentrer, donc de couper les notifications, de mettre votre téléphone en silencieux et en parallèle de vous installer confortablement, de prendre de quoi noter parce que l'idée c'est que vous retiriez quelque chose de cette réunion et donc pour retirer quelque chose de la réunion, bah, le mieux c'est tout simplement de noter les points clés, les points qui vous semblent intéressants. Alors c'est parti. La confiance en soi, je vous disais, pourquoi est-ce qu'on fait sur la confiance en soi? Parce que c'est un concept qu'on trouve un peu partout, c'est une demande qu'on a très très régulièrement en coaching, en accompagnement. Euh, oui, même majoritairement, j'ai presque envie de dire qu'on est sur des sujets de développement personnel. Et la confiance en soi, en fait, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que on a l'impression que c'est quelque chose de très clair. On dit je veux avoir confiance en moi, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde déjà la définition du Larousse, euh, elle est, euh, elle est assez claire, assez simple. La confiance en soi, c'est l'assurance, la hardiesse, le courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur, de sa chance. On dit qu'on fait face aux difficultés avec confiance. Donc ça, c'est clair, ça peut vous paraître limpide, mais en même temps, c'est peut-être un peu simpliste et surtout, c'est un peu difficile à traduire en action parce qu'une fois que vous savez que la confiance, c'est de l'assurance, de la hardiesse, du courage, ok, mais comment on fait pour réussir à ressentir cette confiance, cette assurance, cette hardiesse? Et ce qui est intéressant quand on fait de l'accompagnement, du coaching, c'est justement de trouver des systèmes, des techniques, des outils qui permettent de progresser et d'atteindre ses objectifs. Et dans la galaxie du coaching, de l'accompagnement, de la thérapie, de la préparation mentale, il y a une définition et un système de la confiance en soi que je trouve particulièrement intéressant. Euh, dont on va parler juste après et qui est le modèle qui a été formalisé par la méthode Target. Et pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que la confiance en soi, comme je viens de le dire, en fait, c'est difficile à identifier comme concept et c'est plutôt, d'après nous, un concept qui est vide en soi. On dit confiance en soi, mais en fait, c'est plein d'éléments qui vont faire qu'on a confiance en soi. Elle n'apparaît pas comme ça d'un coup, la confiance en soi. Et donc la confiance en soi, nous on la conçoit davantage comme la résultante d'autres composantes et des composantes concrètes avec des pistes d'action concrètes pour construire la confiance en soi, qui est donc la conséquence de ces actions qu'on va vous proposer. Euh, donc vous voyez, l'idée c'est de passer à quelque chose de très concret, où on n'est pas dans de la psychologie positive un peu simpliste, on va dire, ou de comptoir, c'est de dire, voilà, j'aimerais avoir davantage confiance en soi, en moi, bah, comment je fais concrètement et quel plan d'action je peux mettre en place pour y arriver. Alors, cette méthode dont je vous parle, il est issu, je vous le disais, d'une méthode qui s'appelle la méthode Target, qui a été formalisée il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, et qui a défini ce qu'ils appellent le modèle de performance mentale, euh, qui est lié à la confiance en soi, et qui, en fait, ils ont en quelque sorte disséqué le mental pour identifier comment était composé, comment fonctionnait notre mental, et surtout, derrière, comment est-ce qu'on peut agir dessus pour l'améliorer, pour le renforcer, pour le développer et in fine pour avoir confiance en nous. Alors ce modèle de performance mentale, et ce modèle de la confiance en soi, je vous le disais, il a été formalisé par un coach et préparateur mental de sportifs de haut niveau au départ, qui s'appelle Christian Target. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est certes d'une part issu de plusieurs dizaines d'années d'expérience de coaching,
et de recherche, et qu'il est déjà, lui, au croisement de plusieurs disciplines. Il est au croisement de la psychologie, des neurosciences et du coaching sportif et mental. Et ça, c'est très intéressant, ça, parce que depuis plusieurs dizaines d'années, on a eu énormément d'avancées dans les neurosciences, dans la connaissance du fonctionnement de notre cerveau. Et de fait, des conceptions qu'on pouvait avoir avant sur comment on fonctionnait, ont été rendues caduques ou en tout cas ont été précisées par les avancées des neurosciences, et on en tire aujourd'hui beaucoup d'apprentissage. Et donc ce modèle, il est extrêmement, et c'est ça que je trouve moi intéressant, exigeant sur le plan théorique, et en même temps, il a démontré son efficacité pratique. Exigeant sur le plan théorique parce qu'on n'est pas sur on est sur des théories scientifiques qui ont fait leurs preuves scientifiques, et en même temps, dans la démonstration, le corollaire pratique a été démontré aussi parce que des années d'expérience de coaching ont montré que ces outils fonctionnaient. Alors certes avec des sportifs de haut niveau, mais aussi en entreprise, aussi avec des musiciens par exemple, et tout simplement avec tout un chacun qui veut avancer dans ses projets de vie personnel ou professionnel. Alors aujourd'hui, sur une demi-heure, on ne va pas avoir le temps, vous en doutez, de rentrer dans le détail de ce modèle, le micro-détail, dans surtout tous les outils qui sont très nombreux pour renforcer chaque élément de cette confiance en soi. Mais ce qu'on voulait vous proposer avec Cédric, c'est d'avoir aujourd'hui un overview, de prendre conscience que il y a différentes composantes, et que vous puissiez déjà vous construire votre modèle en vous disant moi comment je fonctionne, il y a toutes ces briques-là, lesquelles sont fortes, lesquelles sont à renforcer, lesquelles sont à développer. Et donc, ce modèle de performance mentale, ce modèle de la confiance en soi, il est composé de 6 composantes euh, qui vont amener à la confiance. Au centre, on a donc la confiance, évidemment. En dessous, le premier soutien de la confiance, c'est la motivation, c'est être motivé. En dessous de la motivation, on a ce qu'on appelle le triangle de base. Ces 3 éléments fondamentaux qui sont les piliers de la confiance. On a les émotions, on a l'estime de soi et on a l'énergie, le niveau d'énergie, de dynamisme qu'on a. Ça, c'est le socle de la confiance. Ces 4 briques: motivation, émotion, estime de soi, énergie. Et ensuite, la confiance, elle se traduit dans l'action, dans les actes qu'on fait au quotidien. Et ça, c'est ce que Christian Target a appelé le domaine de la concentration. Et on reviendra dessus un peu plus tard, je ne vais pas me pesantir maintenant, mais vous verrez que c'est une concentration un peu particulière qui est décomposée en 3 temps: le passé, le présent, le futur. Et vous allez voir en quoi c'est utile dans votre quotidien, quels que soient les enjeux que vous adressez, que ce soit professionnel, personnel, sportif. Et enfin, au sommet, on a la communication. La communication, c'est comment la confiance se traduit dans la relation aux autres, et on rentrera davantage dans le détail à la fin de cet atelier. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre un peu plus en détail, dans le détail de chaque brique, chacune de ces 6 briques qui amènent à la confiance en soi. Et je vais vous partager quelques concepts clés, en même temps quelques pistes d'outils que vous pouvez utiliser pour renforcer ces aspects. Alors, le premier, le premier élément, je vous le disais, c'est la motivation, le premier soutien de la confiance. Et la motivation, pourquoi c'est le premier soutien de la confiance? Tout simplement parce que c'est notre carburant. C'est ce qui nous permet d'avancer, de réaliser, de nous lever, de réaliser notre projet professionnel, de réaliser notre projet personnel, notre projet sportif, nos loisirs, la musique, la lecture, quelles que soient nos activités. Et donc, plus globalement, la motivation, c'est ce qui nous permet d'accomplir notre projet de vie. Et ça, c'est fondamental. Et pour, là aussi, avoir cette motivation, parce qu'elle n'est pas comme ça du jour au lendemain, comme on n'a pas confiance en soi comme ça, on n'est pas motivé comme ça, l'élément clé, l'élément fondamental pour être motivé, c'est de se donner un objectif, de se donner une orientation. Et donc, ça consiste tout simplement à se définir, à se fixer des objectifs cohérents et clairement définis. Alors, ça peut paraître bateau comme ça, mais déjà, cela, rien que le fait de se donner des objectifs, ça oriente notre cerveau qui va travailler pour nous mettre en marche vers ces objectifs et pour les atteindre. Et ces objectifs, ils sont de différents ordres. Ça peut être des objectifs à court terme, donc ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais faire cette semaine, des objectifs à moyen terme, ce que je vais faire d'ici quelques semaines, quelques mois, et des objectifs à long terme, c'est quoi? Quel est l'objectif plus grand? À quoi contribuent ces objectifs de plus court terme? Si je veux faire un marathon,
et que je ne cours pas du tout aujourd'hui, si je me dis que je fais un marathon la semaine prochaine, c'est pas réaliste. Si je me dis que je fais un marathon dans 1 an et demi, ça peut être réaliste, ou 1 an, et pour atteindre cet objectif de long terme, je vais mettre en place tout un tas d'objectifs à moyen terme et à plus court terme. Et c'est pareil quand on fait des études, ou quand on a dans la visée la réalisation d'un master, d'un doctorat ou même d'une licence ou autre, et qu'on est encore qu'au bac, eh bien on va se fixer des objectifs intermédiaires. Et bien sûr, c'est pareil dans le travail quand on gère des projets ou même pour anticiper une évolution professionnelle. Et justement, en parlant de domaine d'activité, ce qui est intéressant, c'est que ces objectifs, à court terme, à moyen terme, à long terme, il est intéressant de les définir dans tous les domaines de sa vie. C'est ce qui va donner de la force et construire un réel projet de vie équilibré. Donc, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, la vie amoureuse, la vie de couple, la vie familiale, mais aussi les loisirs, le sport, la lecture si vous aimez lire, les voyages, pour construire un projet complet, cohérent et qui vous donne de l'énergie. Et on voit souvent dans le coaching et l'accompagnement que derrière des problèmes de motivation et a fortiori des problèmes de confiance en soi, c'est aussi qu'il y a des objectifs peu définis. Et lorsqu'on a des objectifs peu définis, immanquablement, la confiance en pâtit et on perd la motivation. Parce que tout simplement, c'est un peu comme une métaphore que je prenais dans une précédente vidéo. Si on est en bateau et que on se contente de suivre le vent, on n'est pas sûr d'arriver à bon port et au bout d'un moment, on s'essouffle, on perd d'énergie, on se démotive et on laisse tomber. Alors que si on connaît, on sait où on veut aller, on sait combien de bords il faut tirer, là on peut se mettre en marche dans la bonne direction. Alors pour la motivation, qu'est-ce que vous avez comme outil concrètement? Bah, si vous travaillez en entreprise, vous connaissez sûrement les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. Mais il n'y a pas que ces objectifs-là. Ce qui est intéressant, c'est de compléter ces critères par d'autres critères, par exemple comme l'écologie. Est-ce que ce que vous voulez faire comme objectif est bon pour vous? Là, je ne parle pas d'écologie environnementale, encore que vous pouvez intégrer ça aussi dedans, mais l'idée, c'est de prendre en compte les impacts, par exemple, sur votre vie de famille. Oui, je veux atteindre ce niveau de job. Par contre, est-ce que j'ai pris en compte que ça allait avoir un impact sur ma vie familiale? Et est-ce que je suis prêt à ce sacrifice-là? Ou inversement, je veux faire un travail qui fait beaucoup de sens, mais aujourd'hui je ne suis pas formé pour. Je dois me former pour, donc je vais gagner moins d'argent sur une certaine période. Est-ce que je suis prêt à ce sacrifice alors que pour moi, le statut social et une certaine rémunération est important? Je vous invite pour avoir des idées de méthodes de définition d'objectifs, à aller sur le blog changeraujourd'hui.com et vous y trouverez tout un tas alors soit de vidéos, soit d'articles, en fonction de si vous préférez plutôt regarder des vidéos ou lire, qui vont vous préciser les grilles de définition d'objectifs. Et je vous invite à faire ce travail donc pour chacun des domaines de votre vie et sur tous les termes temporels, court terme, moyen terme, long terme. On continue avec le triangle de base. Je vous disais qu'en dessous de la motivation, on a 3 piliers, 3 éléments socles et clés de la confiance en soi, qui sont les émotions, l'estime de soi et l'énergie. Commençons par l'énergie. L'énergie, vous vous en doutez, là aussi c'est un carburant important. Le niveau d'énergie qu'on ressent, a un effet direct sur notre motivation et par ricochet sur notre sentiment de confiance en nous. On a tous eu cette expérience ou ces moments où lorsqu'on est malade, lorsqu'on est blessé ou lorsqu'on est juste fatigué parce qu'on a mal dormi, on manque de dynamisme, on manque d'énergie et ça rejaillit immanquablement sur notre motivation. Et c'est donc extrêmement important de gérer et de travailler sur son niveau d'énergie. Alors bien sûr, il y a le fait, un des premiers éléments, un des premiers réflexes, c'est de dormir suffisamment. Mais derrière ça, vous allez avoir des outils précis, intéressants à mettre en place. Comme je vous le disais, on n'a pas le temps de les creuser. On fera peut-être des ateliers thématiques sur chacun de ces sujets. Les premiers outils, c'est des outils de relâchement. Alors qu'est-ce que c'est le relâchement? C'est simplement prendre quelques minutes, plusieurs fois par jour dans sa journée, que ce soit au travail, que ce soit dans les transports, peut-être plus compliqué en voiture, ou chez vous, au bureau, où vous voulez, pour prendre le temps de relâcher son corps. Et ça, il y a des outils comme la respiration abdominale, la cohérence cardiaque, ce qu'on appelle l'autoscan, où on va se concentrer sur son corps, commencer par exemple le front, porter son attention sur les sensations au niveau du front, se faire des suggestions en se disant je sens que mon front se relâche,
et descendre comme ça en scannant le corps, au niveau entre les sourcils. Je sens les sourcils aussi qui se détendent, puis le nez, puis les mâchoires aussi qui peuvent pendre et être détendues et sereines. Vous allez descendre comme ça au niveau de la poitrine, des bras, du thorax, du ventre, des cuisses, des mollets, jusqu'aux orteils, et refaire le trajet 2, 3 fois depuis le haut de la tête jusqu'aux orteils. Et vous allez voir que ça va vous permettre de vous relâcher plusieurs fois par jour. Vous allez vous rendre compte que vous avez le front plissé, que vous avez les épaules qui sont tendues et un peu soulevées, que vous avez une respiration qui est très superficielle. Et ensuite, ça, vous pouvez vous mettre un post-it, par exemple, pour mettre un post-it sur votre PC, dans votre cahier, sur votre frigo. Et à chaque fois que vous le voyez, comme ça, vous dites, bah, tiens, je prends quelques instants pour me relâcher. Et mine de rien, en faisant ça, vous activez votre système parasympathique, vous relâchez l'organisme, et en le répétant, en l'installant au fur et à mesure de la journée, vous allez vous rendre compte que ça vous fait un bien et que vous allez gagner en niveau d'énergie. Et puis progressivement, vous allez apprendre à reconnaître même les déclencheurs, les moments où vous dites, tiens, je me sens tendu, et tout de suite, j'arrive à me relâcher. La relaxation, le deuxième type d'outil, ça va être là des temps plus longs. On peut utiliser les outils dont je viens de vous parler, mais on va les faire sur des temps plus longs et potentiellement après un effort pour récupérer d'un effort sportif, mais aussi d'une réunion complexe, d'un moment dans les transports qui a été tendu parce qu'il y avait beaucoup de monde. Vous voyez, un moment où vous êtes fatigué, vous dites je me prends un quart d'heure, 20 minutes pour me relâcher. Et vous avez des sessions d'auto-hypnose que vous pouvez utiliser, certaines qui sont clés en main que vous allez trouver sur le blog Changer aujourd'hui ou sur notre chaîne YouTube pour booster votre niveau d'énergie. Vous en avez qui vont vous permettre soit de vous relâcher, de vous détendre, et d'autres qui vont vous permettre, comme une des sessions qui s'appelle, je crois, auto-hypnose et vivacité, de booster votre niveau d'énergie pour vous préparer à l'action. Je vous laisse aller creuser ça et chercher sur Changer aujourd'hui. Après l'énergie, le rôle des émotions. Vous vous en doutez, là aussi, les émotions comme le stress, la colère, la peur, l'anxiété, ou au contraire la joie, la sérénité, l'amusement, ces émotions, elles agissent directement sur notre motivation et donc sur la sensation de confiance en soi. Si vous arrivez dans une réunion complexe avec un stress très important ou très en colère contre la personne à qui vous devez vous adresser, vous vous doutez que vous n'allez pas être complètement à même de gérer la situation et voir que ce stress, par exemple, va vous générer des réactions complètement inappropriées et que vous allez perdre vos moyens et que vous allez identifier ça comme une perte de confiance en vous. Alors qu'à l'inverse, arriver avec un bon niveau de sérénité et en même temps juste les niveaux de stress adéquats à la situation va vous permettre de mettre en œuvre les ressources nécessaires. Et donc, ça va être une question de régulation pour trouver l'émotion adaptée. Et par exemple, sur le stress, l'idée, c'est pas d'être complètement détendu et complètement amorphe si vous avez besoin d'être énergique. On dit souvent qu'il faut un niveau de stress juste suffisant. Si on n'a pas assez de stress, euh, c'est pas bon parce on n'est pas assez motivé par par la situation. Et si on a trop de stress, ce qu'on appelle du stress dépassé, panique, et bien là aussi, on va être dépassé, on va pas savoir réagir correctement. Et donc, dans un contexte à enjeu, par exemple sportif, c'est particulièrement ce qu'on va chercher à gérer la sous-pression, l'ennui, ou la surpression, le stress dépassé, ou la panique. Les outils pour gérer ça, vous en avez un certain nombre. Il y a un outil très utile, très puissant de l'hypnose et de la programmation neurolinguistique qui s'appelle le switch émotionnel. Le switch émotionnel, c'est quoi? Ça consiste à, dans un premier temps, identifier à quoi correspondent chacune des émotions. Quand je me sens stressé, ça correspond à mon cœur qui bat fort, à ma tête qui s'embrouille un peu, je commence à respirer de manière superficielle, je m'agite. Ces manifestations, ensuite, elles sont spécifiques à chacun. La colère, pour moi, par exemple, ça va être le cœur qui bat aussi, je commence à avoir chaud, et je commence à me dire des choses très vite et de manière énervée dans ma tête. Voilà, on va identifier à quoi correspondent chacune des émotions, et de la même manière, la joie, la sérénité, l'amusement. Et ensuite, on a des outils propres à la PNL et à l'hypnose qui vont permettre de changer d'état émotionnel de manière très rapide, un peu comme si on pouvait endosser le costume dont on a besoin pour la situation. Et se dire, tiens, là, je commence à me sentir stressé. En fait, j'ai besoin de sérénité. Je vais rappeler l'expérience sérénité pour me sentir serein. On a déjà des éléments aussi là-dessus sur le blog. Je pense qu'on fera des techniques un peu plus avancées par la suite. Et c'est toujours des choses qui sont plus simples à faire en coaching, en accompagnement, parce que quand on travaille sur des émotions intenses, c'est souvent plus simple d'être accompagné.
Et vous avez aussi des techniques d'auto-hypnose, là aussi, que je vous laisse découvrir, notamment sur Changer aujourd'hui, où vous avez des outils comme la cocotte minute, la technique d'auto-hypnose de la cocotte minute pour gérer vos émotions, apprendre à relâcher la pression ou à transformer vos émotions. On a vu l'énergie, on a vu les émotions. Je vous propose maintenant qu'on voit l'estime de soi. L'estime de soi, c'est intéressant parce qu'on a de nombreux ouvrages et auteurs qui ont parfois interchangé les notions de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et je vous invite notamment à ce sujet à lire, si ça vous intéresse, les livres de Christophe André, dont un s'appelle, je crois, Texto, l'estime de soi, qui sont extrêmement intéressants et qui vous donnent tout un tas d'outils. On est à la limite du travail thérapeutique ici parce qu'on travaille sur les croyances sur soi-même, sur notre parcours, notre histoire personnelle à chacun. Et si on regarde la définition de l'estime de soi, c'est le jugement que l'on a de soi et que l'on porte sur soi. Donc, si vous vous rappelez un peu de la définition du Larousse qu'on a donnée tout à l'heure, de la confiance, vous voyez que c'est très très proche, il y a un lien très proche entre estime de soi et confiance en soi. Et ce qu'on va se poser comme question ici, ce sur quoi on va travailler, c'est la vision. Quelle vision avez-vous de vous-même, de ce que vous pouvez atteindre, de ce que vous pouvez réaliser, être ou devenir? Quelles sont les croyances que vous avez sur vous-même, positives ou limitantes? Les croyances, c'est quelque chose de fondamental parce que euh, ce sont souvent des choses dont on n'a pas conscience et qui structurent notre monde. Vous pouvez les repérer. Souvent, lorsque vous vous dites, vous entendez des il faut, des je ne peux pas, je ne dois pas, c'est toujours comme ça. Il faut réussir ses études, je ne peux pas manquer cette échéance. Souvent, derrière ça, on a des croyances, on a des valeurs qui sont importantes pour nous. Et donc, vous pouvez déjà les identifier et identifier si elles vous aident à atteindre votre objectif ou elles sont limitantes. Je ne peux pas réussir un marathon. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une croyance sur vous-même? Et à ce sujet, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un skipper américain qui s'appelle Dennis Connor, qui disait: Nous ne pouvons pas battre l'image que l'on a de nous-mêmes. Et c'est très vrai parce que, quelque part, là aussi, on se conditionne, et notre cerveau nous conditionne pour atteindre nos objectifs. Et donc, forcément, il est difficile de dépasser des objectifs qu'on estime ne pas pouvoir atteindre. Donc, un des travaux fondamentaux pour se développer dans sa vie perso, sa vie professionnelle, sa vie sportive, c'est de travailler aussi sur l'image qu'on a de soi pour réajuster l'image de soi. Euh, voilà. Et ça, on le fait comment? Eh bien, il y a plusieurs outils très intéressants. Le premier, c'est de travailler sur ce que j'appelle, et c'est pas moi qui l'appelle comme ça d'ailleurs, c'est Christian Target, c'est ces piliers de l'estime de soi. Comment on fait ça pour identifier ces piliers, ces raisons d'être? Eh ben, on va partir de ces centres d'intérêt. Et partir de ces centres d'intérêt pour renforcer ces centres d'intérêt, ce qui nous passionne, ce qui nous anime, quels que soient les domaines, ça peut être la lecture, ça peut être le jardinage, ça peut être un sport en particulier. Et on va identifier comme ça ces piliers dans différents domaines. On va essayer d'en faire des piliers équilibrés. On va prendre le temps de les asseoir, on va prendre le temps de consacrer du temps à ces activités pour se sentir bien, pour nourrir ses passions. Et ça va de soi-même renforcer l'estime de soi. Il y a des outils détaillés, des méthodes pour faire ça. Encore une fois, on n'a pas le temps de le faire ici. Ça peut être le travail aussi d'un coaching ou d'un accompagnement ou d'une formation. On pourra le voir dans des conférences, des ateliers ultérieurs. Un autre sujet, je vous disais, c'est les croyances limitantes qu'on a sur soi. Identifier et transformer ces croyances limitantes. Je vous ai déjà donné quelques pistes. Quand vous entendez, quand vous notez, vous pouvez faire un petit travail pour noter en 15 lignes ce que vous pensez de vous-même, ce que vous voulez accomplir dans la vie et pourquoi. Et vous pouvez même vous poser plusieurs fois la question pourquoi, un peu la technique si vous travaillez en entreprise des 5 pourquoi. Pourquoi c'est important? Pourquoi ça c'est important? Pourquoi c'est important que ce soit important? Et derrière ça, vous allez identifier vos valeurs. Et encore une fois, si vous voyez des je peux, je dois, il faut, c'est toujours comme ça, c'est indispensable. Souvent derrière ça, ce sont des croyances. Et une fois que vous avez identifié ces croyances, vous avez des outils pour les transformer. Ce qui est limitant vraiment dans vos croyances et dans comment vous les ressentez, comment vous les vivez. Transformez cela et vous pouvez par exemple aller voir sur Changer aujourd'hui un article qui s'appelle Transformer votre petite voix intérieure, je crois, et qui est vraiment un outil puissant de transformation des croyances que je vous invite à tester. Vous avez aussi l'article sur la pyramide de Diels, qui est en fait un peu comme la pyramide de Maslow, si vous connaissez,
comment nous sommes organisés, à quel niveau nous pouvons changer. Je vous en dis pas plus là, je vous invite à aller regarder ça et à travailler donc sur l'estime de vous. Bon, on a vu ce triangle de base, donc énergie, émotion, estime de soi. Avec ces éléments-là, ce triangle de base, émotion, estime de soi, énergie, qui alimente la motivation, qui elle-même nourrit la confiance, vous avez les bases d'une confiance solide. Et déjà, vous pouvez vous dire, parmi ces 4 éléments-là, lesquels sont aujourd'hui très forts chez vous, vous êtes OK avec ça, parmi lesquels vous dites, tiens, et là, il y a un travail à faire, je me sens pas OK, il y a des choses à renforcer, ou même, tiens, ça, je n'avais pas idée qu'il pouvait y avoir un lien avec la confiance en soi, et c'est intéressant de creuser ce sujet-là, parce que des fois, c'est plus simple de passer par un chemin de côté, de prendre un autre angle qu'on n'avait pas envisagé pour, in fine, booster la confiance en soi. Par exemple, si vous avez beaucoup travaillé sur la gestion des émotions, ça peut être intéressant de travailler sur l'énergie, alors que vous n'y aviez pas forcément pensé. Passons aux étages supérieurs. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la confiance en soi? Bien, tout simplement, le premier niveau, c'est comment la confiance en soi se traduit dans l'action, dans les actions quotidiennes, les actes quotidiens, que ce soit au travail, dans le sport, dans votre vie personnelle. D'après Christian Target et Ingrid Petitjean, les fondateurs de la méthode Target, et d'un autre ouvrage qui s'appelle La Bible de la préparation mentale, que je vous conseille très fortement si vous êtes intéressé par ces sujets. Pour eux, l'action, c'est le domaine de la concentration. Et donc, ils donnent à la concentration un scope, un éventail de fonctions assez large. En fait, pour eux, dans la concentration, c'est là qu'on a toutes les fonctions avancées de notre cerveau. C'est-à-dire, et concrètement, ça, c'est quoi? C'est notre néocortex, c'est toutes les fonctions de la mémoire, de l'attention, de la motivation, de l'imagerie mentale. Et c'est tout ce qui va faire, ce qui fait le propre de l'être humain et ce qui fait qu'on peut développer des stratégies mentales qui sont très nombreuses pour booster notre confiance, notre concentration, pour booster notre réussite, notre performance. Et donc, Christian Target et Ingrid Petitjean ont éclaté la concentration en 3 niveaux. La concentration sur le passé en premier lieu. Ce qui est intéressant, ce qu'il y a derrière ce terme, c'est qu'on va aller réactiver des expériences aidantes du passé. On va aller perfectionner des compétences qu'on a acquises ou qu'on a développées par le passé. Je prends des exemples simples. Vous êtes au travail et vous devez réaliser une conférence devant votre présentation annuelle de vos objectifs de l'année. La boîte a beaucoup grossi, il y a 1000 personnes dans l'assemblée. Bon, vous êtes stressé forcément, sauf qu'il y a 1 an, vous avez fait un travail similaire pour, par exemple, une conférence devant des experts de votre secteur d'activité où il y avait 400 personnes. Et donc, c'est pas exactement le même contexte, mais vous avez une expérience extrêmement aidante qui est cette conférence que vous avez réalisée. Et ce qui est très intéressant, c'est que notre cerveau active les mêmes zones lorsqu'on imagine, lorsqu'on se souvient, que lorsqu'on vit réellement une expérience d'une situation. Donc lorsque vous réactivez des expériences passées, vous revivez les sensations, vous revivez les ressources dont vous avez besoin. Donc ça, c'est très intéressant pour anticiper des situations à venir et en même temps, ça vous permet de perfectionner vos compétences parce que vous pouvez vous dire, tiens, j'ai réagi comme ça, qu'est-ce que ça fait si j'essaye de faire comme ça, de prendre la parole à tel moment, de parler sur tel ton. Et là aussi, votre cerveau, lui, c'est un calculateur extraordinaire et il va ancrer ça, il sait ajuster et projeter et se dire, bah tiens, qu'est-ce que ça donne si je parle comme ça? Et vous allez apprendre en fait de votre passé. Concentration sur le passé, concentration sur le présent. Là, c'est le domaine de l'action. Ce qu'on appelle le présent en neurosciences, c'est en gros une fenêtre de 3 secondes. Tout ce qui se passe dans une fenêtre de 3 secondes, on l'identifie comme le présent. Et donc, ça consiste tout simplement à être complètement focus, à ne pas se poser de questions par rapport à ce qu'on a fait avant. Par exemple, je suis dans mon match de tennis, je viens de perdre un point. Comment je fais pour être tout de suite concentré dans le point qui vient? Ou de la même manière, j'ai oublié un concept dans un oral, un examen oral ou dans une présentation orale. Comment je fais pour passer tout de suite à la suite sans me morfondre sur ce que j'ai oublié? Et donc, ce domaine-là, c'est le domaine de ce qu'on appelle l'état de flow, de la fluidité. Cet état où ça paraît fluide, où ça se passe bien, on est complètement en confiance. Je vous invite, pour en savoir plus là-dessus, à lire aussi l'article qu'on a écrit « sur le blog » qui vous décrit cet état de flow.
Enfin, concentration sur le futur. Qu'est-ce que c'est que la concentration sur le futur? Eh bien, c'est le lieu de l'anticipation. C'est se projeter, utiliser ce qu'on a appris du passé pour se projeter dans le futur et pour définir des stratégies. Anticiper aussi ses actions, ses réactions, ses émotions. Que ce soit pour un événement sportif, vous devez courir un 100 km, vous projetez dans la gestion de l'effort pour voir comment vous allez gérer chaque partie du parcours euh, au niveau mental, au niveau des émotions, des sensations. Ou par exemple, se projeter dans une négociation. Projeter, anticiper les différentes actions et réactions du négociateur en face, vous, vos contre-réactions, etc. Là aussi, on utilise notre cerveau comme une machine à calculer extraordinaire. Et justement, l'outil de prédilection pour travailler là-dessus, eh bien, c'est l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, c'est pas simplement voir et se projeter en voyant derrière ses paupières fermées une scène, c'est utiliser tous ses sens, un peu comme un cinéma 4D. Vous allez utiliser effectivement la vue, vous allez jouer sur les contrastes, la lumière, hein, les films, les images, mais vous allez utiliser aussi les sons, entendre ce qui se passe, entendre ce que vous dites à vous-même, utiliser les odeurs, utiliser les goûts. Utilisez aussi les sensations de votre corps, la proprioception, les sensations interoceptives, comment vous sentez à l'intérieur de votre corps, le sens de l'équilibre. Et utilisez tout ça pour vous projeter complètement dans les expériences, qu'elles soient passées ou futures. Et ce travail d'imagerie mentale vous permet, vous voyez, de faire le pont entre ce que vous avez appris, ce que vous allez aller chercher comme expérience utile dans votre passé, pour le transférer, l'ajuster dans les actions, dans les situations à enjeu que vous voulez adresser. Enfin, un deuxième type d'outil, ça va être les outils de reconcentration. C'est le cas dont je vous parlais du tennisman qui vient, ou de la tenniswoman qui vient de rater un point, qui doit tout de suite se remettre dans son action, ou du conférencier qui va avoir une pensée qui va venir, qui va sortir de sa concentration, et comment on fait pour se reconcentrer immédiatement. Voilà, là encore, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais on pourra le faire dans des ateliers ultérieurs. Dernier élément, après la concentration, la communication. Comment est-ce que la communication se traduit et traduit la confiance dans la relation aux autres? La communication, c'est à la fois le lieu d'expression de l'empathie. Quand on a une confiance en soi solide, ça aide à manifester l'empathie. Alors qu'on est plutôt, quand on a une confiance en soi faible, dans des réactions d'évitement, par exemple. Et c'est comment ensuite la communication est le lieu des dynamiques relationnelles. Comment est-ce qu'on met en place des stratégies relationnelles adaptées, que ce soit pour influencer ou pour se protéger de l'influence, ou tout simplement pour communiquer de manière efficace. Alors là aussi, dans le cadre sportif, hein, quand on est dans un sport d'équipe, c'est évident. Comment on met en place un esprit d'équipe, une dynamique d'équipe qui fait qu'on va aider, on va faciliter la réussite de la compétition ou du match. Ça se joue aussi dans l'entreprise, bien sûr, hein, comment est-ce que on construit cette dynamique d'équipe. Et puis, face à une situation plus complexe, alors quand on est face à un adversaire dans le sport, pour l'influencer ou se protéger de son influence, ou quand on est, par exemple, dans une négociation de la même manière, pour identifier les stratégies d'influence et savoir les utiliser à bon escient et avec éthique. Et pour ça, je vais vous partager deux outils là aussi très rapides. Le premier, je le trouve fondamental, c'est la process com. Parce que communiquer, c'est aussi voir d'abord comprendre comment on fonctionne et comprendre comment fonctionne la personne en face et comprendre quels sont les différents types de personnalités et comment on communique de manière différente en fonction du type de personnalité de la personne en face de nous. Et pour ça, la ProcessCom, qui est un modèle qui a été formalisé en partenariat avec la NASA et qui est toujours utilisé aujourd'hui à travers le monde, est passionnant, extrêmement efficace et vous permet de manière extrêmement rapide d'ajuster votre manière de parler, votre manière d'échanger en fonction du profil de personnalité que vous identifiez en face de vous. Parce qu'à chaque type de personnalité correspond une manière de communiquer, une manière de se comporter, un certain type d'expression, aussi certains besoins, certaines questions existentielles, certaines stratégies de protection, mécanismes de stress, et tout ça vous permet donc de vous adapter. En faisant attention toujours à ne pas être simpliste, c'est pas parce qu'on on communique de telle manière qu'on est tel type de personnalité, mais ça vous donne une finesse d'analyse des personnes en face de vous, des personnes avec qui vous échangez, et de vous-même, qui est extrêmement intéressante. Et le deuxième outil, bon, bien sûr, c'est la préparation mentale, l'imagerie mentale, pardon, dont nous avons parlé.
déjà, qui vous permet de vous projeter dans ces situations de relation aux autres. Je vois qu'il nous reste que quelques minutes. On a déjà débordé un peu par rapport au temps fixé. Il nous reste 2 minutes. Alors pour conclure, je vous propose de nous envoyer ensuite les questions par mail ou via le petit logiciel Zoom si vous l'utilisez. Nous y répondrons. Ce que je vous propose pour que vous ressortiez ici avec des actions concrètes, c'est que vous construisiez vous-même votre modèle de la confiance en vous. Vous connaissez ces 7 briques maintenant, ces 6 briques, pardon, qui amènent à la septième, qui est la confiance en soi. Et ce que je vous propose, c'est d'identifier de manière assez intuitive, pour chacune d'entre elles, les points forts, les piliers qui sont pour vous donc des piliers de la confiance en vous, des points à l'inverse qui sont à renforcer, instables, et puis d'autres qui sont à développer. De faire comme ça votre petit check-up, votre bilan, euh, et de définir vos priorités pour ensuite mettre en place les stratégies et les outils adaptés. Je vous en ai cité certains. On attend vos questions aussi pour aller plus loin. Et bien sûr, vous pouvez en trouver tout un nombre sur Changer Aujourd'hui et sur l'ensemble des ressources auxquelles vous pouvez avoir accès sur Internet. C'est vraiment ça que je vous encourage à faire, c'est fondamental et ça vous permet d'acquérir une connaissance de vous-même et une confiance en vous au quotidien qui peut être extrêmement importante. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet atelier en ligne, ce webinaire. Vous pouvez nous contacter via changeraujourd'hui.com ou ailleurs.fr. Vous avez l'adresse coaching@changeraujourd'hui.com. On sera très heureux de répondre à vos questions. Et puis, vous pouvez aussi retrouver l'offre de coaching à Paris ou à Avignon ou à distance par Skype et téléphone sur Changer Aujourd'hui. On vous accompagne sur toutes les problématiques que vous pouvez avoir et particulièrement la gestion du stress, la préparation mentale, la préparation sportive, la préparation d'échéances professionnelles ou personnelles. Et vous avez aussi accès à 10 cours en ligne à suivre en autonomie pour lesquels pour chacun vous avez le cours vidéo, le podcast, le mind map et des supports de cours complémentaires pour vous aider par vous-même à développer vos compétences, votre performance et votre bien-être. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cet atelier. On en refera un certain nombre. On attend vos commentaires pour orienter la suite, les sujets sur lesquels on veut travailler, les sujets qui vous intéressent. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée avec Cédric et à très vite. Au revoir.